Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va s'intéresser à l'apparition des premiers états et également des premières écritures. On va essayer de comprendre quels sont les premiers états et les premières écritures à partir du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Historiquement, on indique que vers moins 350 000 avant Jésus-Christ, on aurait les premières cités-états qui feraient leur apparition et qui se formeraient à la suite de la révolution néolithique. Je vous renvoie d'ailleurs du coup à la vidéo sur la révolution néolithique si jamais vous ne l'avez pas vue. Ce qu'on appelle des cités-états, ce sont des cités, c'est-à-dire des espaces de regroupement des êtres humains, qui sont dirigés par un représentant, également par des dieux qui apparaissent aux alentours de ce qu'on appelle le croissant fertile situé entre l'Égypte et la Mésopotamie. Et on va voir que c'est également à cette époque que naissent les premières formes d'écriture qui vont marquer, cette fois-ci, le début de l'histoire et du coup la fin de la préhistoire. Juste avant, je parlais du croissant fertile. Cela désigne un espace qui est situé entre l'Égypte, que vous pouvez voir sur la carte, et également la Mésopotamie, où s'est déroulée justement la révolution néolithique et la sédentarisation avec le fait que les hommes se soient posés et regroupés pour la première fois en un même lieu en arrêtant de se déplacer. C'est une région très fertile. Fertile, je le rappelle, c'est un mot qui désigne le fait qu'elle est très productive, ce qui explique pourquoi on a quand même eu beaucoup d'élevage et également d'agriculture. Tout simplement parce qu'il y a aussi la présence de deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, et c'est également pour cette raison que si vous regardez le côté vert, vous en avez aussi du côté de l'Égypte dans la vallée du Nil. On a ces fleuves-là qui vont pouvoir justement amener beaucoup d'eau pour pouvoir produire. On a retrouvé des vestiges, notamment des vestiges archéologiques, mais également des sculptures qui nous montrent qu'il y avait des rois à cette époque, du côté de la Mésopotamie, par exemple cette sculpture monumentale. On a également retrouvé des vestiges d'anciennes cités, c'est le cas par exemple de la cité d'Ur qui est située en Mésopotamie, où on sait que dans cette cité, il y avait plusieurs espaces qu'on a réussi à reconstituer. On sait que certains espaces sont dévolus aux dieux, qui sont des espaces rituels, donc on appelle des temples, qu'il y a des endroits qui sont plutôt des endroits d'habitation, qu'il y avait également le palais des rois, donc ça se voit en général en fonction de la beauté, de la luxure, des différents matériaux utilisés, et également de l'immensité des différentes pièces. On arrive comme ça à reconstituer justement ces grandes villes qu'il pouvait y avoir à l'époque, même si elles n'existent plus aujourd'hui. Si on prend le cas de l'Égypte, on a également retrouvé des cités anciennes, parmi lesquelles se trouvent les cités dans lesquelles on avait les pharaons. Les pharaons, c'est quoi? Eh bien, ce sont les rois d'Égypte. Ce qu'on appelle les égyptologues, donc qui sont des archéologues mais spécialisés sur l'Égypte, ils ont recensé à peu près 345 pharaons. On a à peu près 3 empires et 30 dynasties qui vont se succéder avec différents pharaons. Parmi ceux-là vont se trouver les plus célèbres, par exemple Khéops, Séti Ier, Ramsès II, Toutankhamon. Et on a également des femmes qui sont célébrées, il n'y a pas que des hommes, il y a également par exemple Néfertiti, Cléopâtre ou encore Néfertari, qui étaient des femmes qui ont été justement glorifiées à travers cette période des pharaons. Donc bien que le fait que les hommes se soient posés à un même endroit, donc se soient sédentarisés, ça a permis le fait de développer l'agriculture, mais du coup comme ils étaient mieux nourris, d'accroître la population, c'est-à-dire de l'augmenter. Qu'il y a eu la naissance et le regroupement de personnes dans des villages et de grandes villes qu'on a commencé à appeler des cités-États, dirigées et dominées par une figure régnante. Les cités-États, vous avez vu, elles sont gouvernées du coup par des rois en Mésopotamie et par les pharaons en Égypte qui organisent leur culte et qui vont gérer leur ville. Donc c'est le cas par exemple de la ville d'Ur, puisqu'on a vu qu'il y avait des temples à l'intérieur, qu'elle est également protégée par des remparts, ce qui permet justement d'éviter les incursions ou de personnes mal intentionnées qui voudraient rentrer dans la ville. Et on a des dieux qui permettent également de protéger et de bénir ces cités. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment on a pu justement retrouver les formes d'organisation et comprendre comment ils faisaient si on se base que sur des vestiges archéologiques. Parce que l'archéologie c'est bien joli, mais c'est que des pierres, vous allez me dire. Oui, certes, mais c'est justement là qu'apparaît l'écriture. L'écriture, on va la situer aux alentours de moins 3000 avant Jésus-Christ, et c'est là où on va avoir les premières formes de mise à l'écrit qui vont nous permettre justement d'en apprendre plus. Évidemment, on n'est pas sur des écritures telles qu'on peut connaître aujourd'hui, on n'a pas l'alphabet latin comme en Europe, on n'a pas non plus d'autres types d'alphabets qu'on peut avoir dans d'autres cultures, mais on retrouve quand même des symboles. Les premières formes d'écriture, on les a retrouvées du côté de la Mésopotamie sous la forme de dessins qu'on appelle des pictogrammes. Ce que vous pouvez voir justement là sur la petite pierre, donc avec des petits dessins comme ça qui nous permettent, en tout cas qui permettent aux archéologues, d'essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Ensuite, les écritures ont commencé à évoluer. Vous avez par exemple ici une petite tablette avec l'écriture cunéiforme. Vous pouvez remarquer qu'elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus petite, qu'on a beaucoup plus de détails, et ça permet certainement de délivrer aussi plus d'informations. Du côté des Égyptiens, on va retrouver ce qu'on appelle les hiéroglyphes égyptiens, donc toujours pareil, des symboles qui vont être inscrits où? Eh bien, soit sur de la pierre,
soit sur du papyrus, sachant quand même que le papier, ça se désagrège beaucoup plus vite avec le temps, donc aujourd'hui on a beaucoup plus de vestiges de pierre, parce que ça s'est beaucoup plus incrusté et ça a tenu, que des papyrus, mais on en a également qu'on a conservé, même si ça demande évidemment beaucoup de préciosité puisque c'est très fragile. On sait également que pour pouvoir écrire, eh bien, nous avions des professions qui avaient été développées, qui s'appellent celles de scribes. Les scribes, ils vont s'appuyer sur ce qu'on appelle des tablettes d'argile pour pouvoir écrire. Je vous disais juste avant, en Égypte, on utilise des hiéroglyphes, là plutôt du coup sur les papyrus, ou également on va peindre sur des murs. L'écriture, à quoi est-ce qu'elle sert? Elle a plusieurs fonctions. Un rôle économique, à faire les comptes principalement, puisque là on a eu le développement du coup des premières formes d'échanges économiques et monétaires avec des pièces. On a retrouvé notamment des pièces de monnaie, c'est ce qu'on appelle la numismatique, c'est-à-dire l'étude des pièces de monnaie, qui permet d'en apprendre plus sur les échanges économiques de ces périodes. L'écriture, elle a également un rôle politique. Elle sert à publier les lois, à publier des sanctions. C'est ce qu'on voit d'ailleurs quand les archéologues retrouvent des vestiges. Ils vont retrouver des pierres sur lesquelles sont gravées généralement soit des informations liées au pouvoir monarchique, pharaonique, en tout cas avec des personnes importantes, soit eh bien, des lois ou des sanctions qui ont été appliquées. Et l'écriture, elle a également un rôle religieux puisqu'elle sert aussi à décorer les tombeaux et transmettre les mythes et les croyances. Il faut savoir que ce soit les Mésopotamiens ou les Égyptiens, nous sommes sur des peuples qui sont polythéistes. Polythéisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, polythéiste, poly, plusieurs, personnes qui vont croire en plusieurs divinités. Prends d'abord la Mésopotamie. Dans la cité dure que je vous avais montré tout à l'heure sur le plan, on avait des lieux qu'on avait repérés comme étant des temples. En Mésopotamie, on part du principe que les cités-États sont protégés par des dieux. Ces dieux, on va les honorer dans des temples qu'on appelle des ziggourats. Ce sont des édifices religieux qui sont dédiés aux divinités dans les cités. Là, vous allez voir sur cette image le ziggoura dur qui a été bâti aux alentours de -310 avant Jésus-Christ. Il se compose de 7 étages, d'une base carrée et également d'une enceinte. On accède généralement aux 3 terrasses. Comment? Eh bien tout simplement par des escaliers latérales, donc sur le côté, et également un escalier central. On a construit cet édifice à partir d'argile, et cet édifice, qui est quand même très très imposant, est conçu pour rendre honneur au dieu Nana, qui est le dieu de la lune, qui était une des divinités des Mésopotamiens. Si je prends les dieux égyptiens, parmi lesquels on est les plus documentés avant, en tout cas les dieux grecs et romains, en Égypte, les dieux représentent des éléments de la nature, également des éléments de la vie ou des sentiments. Vous avez ici plusieurs dieux qui s'affichent. On va trouver le dieu Ré, c'est l'homme à tête de faucon qui est coiffé du disque solaire et qui est considéré comme le dieu soleil, créateur de tout l'univers. Se trouve ensuite Amon-Ré, qui est, lui, coiffé d'une tête de bélier. Puis vient Osiris, dieu de la végétation et de l'agriculture, mais également dieu des morts et de l'accession à la vie éternelle. Ensuite, Isis, déesse du bien-être, des naissances et de la navigation. Horus, qui lui porte une tête de faucon, qui est le dieu vengeur. Seth, qui lui est un animal non identifié, on ne sait pas trop, en tout cas c'est le dieu du tonnerre et des tempêtes. Anubis, qui est lui avec une tête de chacal, qui est le dieu des morts. Et enfin Apopis, qui lui est le serpent, qui est un symbole de la puissance originelle et créatrice. Je vous disais tout à l'heure que les pharaons, c'était les rois qui dirigeaient l'Égypte. Il faut savoir quand même que les pharaons ont quand même le rang presque de divinité pour les Égyptiens. Le site de Gizeh, dont je vous parle juste à l'instant, il est situé en Égypte, à peu près proche du Caire, qui est la capitale actuelle de l'Égypte, et sur ce site, on va retrouver des pyramides. Les pyramides, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, ce sont des triangles? Oui, certes, mais ce sont surtout des tombeaux qui ont été conçus pour que le pharaon puisse pouvoir accéder au ciel. L'objectif, c'est que l'âme soit la plus légère possible pour qu'elle puisse s'élever. Les pyramides font partie d'un complexe funéraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement une pyramide, mais il y a plusieurs lieux avec des temples qui permettent justement d'honorer le pharaon pour qu'il accède plus vite ensuite au ciel. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura permis de comprendre comment ça se passe la création des premiers États avec les exemples plus précis de la Mésopotamie et de l'Égypte. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.